Après la présidentielle, il y a forcément les élections législatives. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pas mal de questions à ce sujet, donc allez-y dès maintenant dans le chat, n'hésitez pas, on va essayer de répondre à un maximum de questions dessus. L'idée, c'est de bien comprendre déjà de quoi on parle quand on parle des élections législatives, quel est l'enjeu réel derrière, quelles sont les chances aussi de chacun. On voit beaucoup de personnalités politiques en parler ces derniers jours, avant même la fin de la présidentielle. Et pour en parler, donc, je suis avec toi, Mathieu Gallard. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'être présent ici ce soir. Tu es directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos. On va pouvoir après parler un peu plus en détail de ce que tu fais. Je le dis d'ailleurs dès maintenant, on peut te suivre sur Twitter, où tu tweets assez régulièrement, on va le dire, beaucoup sur la présidentielle là, et à nouveau maintenant sur les législatives. Forcément, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Première question déjà pour commencer. Alors, les élections législatives, je le rappelle, c'est donc ça a lieu là les 12 et 19 juin. C'est des élections qui visent à élire les députés de l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, tout va bien. Pour bien comprendre l'enjeu derrière, très concrètement dans la Ve République aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'enjeu est particulièrement important? Quel poids pour l'Assemblée nationale par rapport au président de la République, par exemple? L'enjeu, il est important parce que tout simplement, si Emmanuel Macron il n'obtient pas une majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas mettre en place son programme. C'est vrai que la Ve République, en France, notamment depuis 2002 et depuis qu'il y a le quinquennat, c'est-à-dire que le mandat du président dure 5 ans, c'est-à-dire Mm. la même durée que les députés, c'est un peu des institutions qui sont extrêmement basées sur le président. C'est-à-dire que une fois que le président est élu, il y a juste après des élections législatives. En général, les Français envoient une majorité à ce président et du coup, voilà, le Parlement joue un rôle extrêmement réduit. Mais, et c'est déjà arrivé dans le passé, il peut arriver que le président et l'Assemblée soient pas de la même couleur politique. Et alors, c'est plus le président qui est celui qui fait la politique du pays, ça devient fondamentalement le Premier ministre. Et finalement, on devient un petit peu un pays un peu normal, parce que quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, c'est le Premier ministre qui gouverne, c'est pas le chef de l'État. Ça pose forcément plein de questions qu'on va voir du coup là dans quelques instants. En commençant par celle-ci, tu as dit en gros si Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas appliquer son programme. Ce à quoi, et ça va peut-être être le cas dans quelques instants dans le chat, ça réagit souvent en disant mais oui mais il y a le 49.3, il y a plein de choses qui permettent de faire passer des lois. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai? Est-ce que il peut quand même faire passer des choses s'il n'a pas la majorité? Est-ce que c'est trop compliqué? À quoi ça ressemble avec notamment tout ça? S'il y a une majorité d'un autre bord politique, c'est-à-dire s'il y a plus de 289 Ouais. députés, 289 c'est la moitié du nombre de députés. Mettons s'il y a 289 députés de gauche, Mm. eh ben, il y aura un Premier ministre de gauche. Alors Emmanuel Macron, en théorie, peut nommer qui il veut, mais il sera obligé de nommer un ministre de gauche. Et je pense qu'il Mm. sera obligé de nommer le leader de cette coalition de gauche, qui a priori est Jean-Luc Mélenchon. Ouais. C'est pas très probable, on y reviendra sans On doute va en après, parler. mais c'est de la théorie pour l'instant. Et si c'est le cas, eh ben, Mm. c'est cette majorité de gauche qui mettra en place le programme qu'elle veut mettre en place. Fondamentalement, dans ce cas-là, dans ce cas de cohabitation entre une majorité parlementaire qui est d'un bord politique et un président qui est d'un autre bord politique, c'est vraiment la majorité parlementaire qui a les pouvoirs. Le président a quand même un certain nombre de pouvoirs, Mm. notamment en matière de politique étrangère. Il peut quand même influer fortement, mais en matière de politique intérieure, son poids est relativement limité. Et Ouais. juste, moi, j'étais au lycée à l'époque, mais à l'époque, il y avait une majorité de gauche à l'Assemblée. C'était Lionel Jospin, le Ouais. Premier ministre. C'était Jacques Chirac, de droite, le président de la République. C'est Lionel Jospin qui a mis en place son programme, les 35 heures, beaucoup de réformes sociales. Et Jacques Chirac, à l'époque, ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, on va reparler des chances de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions là-dessus. Mais pour bien comprendre, du coup, d'un point de vue institutionnel, comment ça marche, ce que tu dis, c'est qu'au final, le Premier ministre, le gouvernement et donc l'Assemblée qui est rattachée a potentiellement plus de pouvoir que le président de la République. Et ce que ça veut dire, c'est ce que dans le cas, et on va voir que c'est compliqué, mais dans le cas où un Jean-Luc Mélenchon arriverait à être Premier ministre, est-ce que réellement il serait en mesure d'arriver à faire passer, s'il a une majorité de gauche à l'Assemblée, un SMIC à 1400 euros, enfin toutes les mesures qu'il a dans son programme, ou est-ce qu'il y aurait quand même des limites à tout ça du fait qu'il y ait Macron à président? Il y a toujours des limites. Déjà, effectivement, le président, il a quand même un poids. Il joue un rôle. Il y a d'autres limites aussi. Il y a le Sénat, qui est la deuxième chambre du Parlement.
qui, elle, n'est pas de gauche pas et vraiment ne de le gauche, sera non. pas, et ne le sera pas dans les années à venir. Ça peut quand même, non pas bloquer, mais ça peut vraiment venir freiner ce que ferait une éventuelle majorité de gauche si elle était élue, ou même une éventuelle majorité Rassemblement national ou de droite, ou peu importe d'ailleurs, c'est Ouais. vraiment de la théorie. Il y a le Conseil constitutionnel qui veille à ce que les différentes lois respectent la Constitution française. Donc voilà, je ne veux pas dire Mhm. qu'une majorité fera absolument tout ce qu'elle veut, mais c'est vrai de toutes les majorités. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que si la gauche, mettons, Ouais. a une majorité, eh ben, elle aura à peu près autant de pouvoir que si La République En Marche a une majorité. Fondamentalement, c'est elle qui décidera de la direction politique du pays pour les années à venir. Donc on va reparler des chances réelles ou non dans quelques minutes, mais avant ça, c'est vrai que avant même, à l'issue du premier tour, dans l'entre-deux tours, et aussi à l'issue des résultats du second tour, on a eu beaucoup de candidats qui, dès l'annonce, n'ont pas d'ailleurs forcément félicité Emmanuel Macron pour son élection, mais ont directement parlé des législatives en disant que c'était soit un troisième tour, soit c'était bref, chacun avait sa formule pour dire les choses. Et si on fait un parallèle avec 2017, alors à titre personnel, j'ai pas un souvenir que les candidats en parlaient autant et aussi tôt. Comment est-ce que toi tu perçois tout ça et comment ça se fait que cette année on en parle, on a l'impression en tout cas qu'on en parle autant? Non, c'est vrai, c'est une tradition, hein, généralement, le camp qui perd la présidentielle dit immédiatement à ses électeurs: «Bon, il reste encore une chance, c'est les législatives qui ont lieu dans 1 mois et demi, donc mobilisez-vous, vraiment, on va réussir à empêcher le président d'avoir une majorité». Mm. Depuis 2002, c'est-à-dire que les législatives sont juste après la présidentielle, ça ne s'est jamais produit parce qu'à chaque fois, les Français ont voté, du moins les électeurs du président qui a été élu ont voté en masse aux législatives et ont voté logiquement pour le camp du président. Mm. Et les électeurs des partis qui avaient perdu la présidentielle se sont plutôt démobilisés. Mm. Là, on voit, c'est vrai que pour une fois, il y a peut-être une chance. Honnêtement, pas tant que la gauche, le Rassemblement national ait une majorité, mais peut-être en tout cas que le président n'ait pas une majorité absolue à lui tout seul, qu'il ait besoin d'alliés. C'est une possibilité. Parce qu'on n'est plus dans un affrontement entre la gauche et la droite. Mm. Et c'est vrai que si la gauche perd la présidentielle, c'est assez logique de voter aussi pour la droite aux législatives. Là, maintenant qu'il y a 3 camps qui sont assez clairement identifiés, les choses sont un peu plus complexes et on y reviendra peut-être. Le mode de scrutin est aussi plus complexe, ça crée pas mal d'incertitudes. Et je te propose du coup qu'on rentre un peu dans les détails là-dessus. Tu as tweeté ça tout à l'heure, donc c'était un sondage, ou tout à l'heure ou hier, je sais même plus, un sondage d'Aris Interactive avec des premiers sondages qui sont des formes de projection sur ce à quoi pourrait ressembler l'Assemblée nationale. Ce qui pose forcément beaucoup de questions, parce que forcément, les législatives, c'est très différent de la présidentielle. Là, on n'a pas 12 candidats, on en a beaucoup plus, avec dans chaque circonscription différents candidats qui se présentent. Déjà sur la méthode, parce que je ne sais pas si chez Ipsos, en fait, vous allez en faire aussi des sondages sur les législatives. Comment est-ce qu'on fait pour faire un sondage sur une élection qui est locale de fait, avec 577 députés à élire? Alors, bon, c'est vrai que ce sondage, il donne des indications, mais il n'est pas forcément fiable de ce qui va se passer. Déjà parce qu'il reste du temps, il va y avoir une campagne, les choses peuvent changer. Mais même, tout simplement parce qu'on ne connaît pas ce que vont être les alliances entre les partis. C'est vrai notamment à gauche. Est-ce que la France insoumise, les écologistes, les socialistes, les communistes vont partir ensemble, c'est-à-dire vont présenter un seul candidat dans chaque circonscription, ou est-ce qu'ils vont être divisés? Même chose d'ailleurs à l'extrême droite, avec le Rassemblement national et le parti d'Éric Zemmour, est-ce qu'ils vont être alliés ou pas? Mm. Et le deuxième aspect qui fait que ces sondages sont encore vraiment à prendre avec de grosses pincettes, c'est que les législatives, c'est un scrutin dans lequel il y a des dynamiques nationales, c'est-à-dire que le parti du président, traditionnellement, il est porté quand même par un élan, mais il y a aussi des dynamiques locales. Vous avez des députés qui sont sortants, qui ont été élus il y a 5 ans, qui parfois sont élus depuis 10 ans, 15 ans, Parfois 20 sont ans. connus aussi du coup, et quel que soit leur parti politique. Exactement, ils sont connus, ils sont appréciés, et même si leur parti a vraiment pas le vent en poupe, ils peuvent espérer sauver leur siège. Donc c'est pour ça que voilà, ça donne une première idée, mais sincèrement, ça veut pas du tout dire que dans 1 mois et demi, on aura une majorité écrasante pour La République En Marche, comme ça donne ça actuellement. Et donc là, je le précise d'ailleurs dans le chat, la raison pour laquelle on monte ce sondage, c'est pas pour en faire un pronostic ou quoi que ce soit, c'est pour expliquer qu'il y a des sondages qui commencent à sortir, mais que tout ça peut déjà vraiment évoluer, mais que ça permet de comprendre, et c'est là aussi où c'est important de le voir dès maintenant, l'enjeu des alliances, parce qu'on a un certain nombre de partis politiques, notamment à gauche, mais la question se pose notamment à l'extrême droite, et on va le voir, un certain nombre de partis politiques qui, ces derniers jours, tentent de s'allier ou non. Et on voit qu'il y a des discussions un petit peu dans tous les sens. On imagine l'enjeu derrière ça. L'enjeu pour expliquer les alliances, c'est quoi? C'est de se dire, s'il y a moins de candidats dans chacune des circonscriptions du même camp politique,
ça maximise les chances d'accéder au second tour. Exactement. Et en fait, les législatives, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que c'est pas la même chose que la présidentielle. Pour être au second tour à la présidentielle, faut être dans les 2 premiers, c'est très simple. Pour être au second tour dans une circonscription aux élections législatives, faut être dans les 2 premiers. Mais il y a une autre possibilité, qui est que si vous obtenez plus de 12,5% des voix des électeurs inscrits, pas des électeurs qui ont voté, des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales, vous pouvez aller au second tour. Et le problème, c'est que généralement, il y a beaucoup d'abstention. La dernière fois, il y avait 50% d'abstention, un peu plus même. Et donc, ça fait que vous devez obtenir 25% des voix pour aller au second tour. Quand vous êtes troisième, obtenir 25%, c'est très peu probable. Et c'est pour ça que si la gauche ou si l'extrême droite part divisée, c'est fichu pour elle. Enfin, franchement, les chances d'obtenir une majorité, mais on ne parle même pas d'une majorité, d'obtenir un bon score, un groupe de députés important, sont vraiment extrêmement réduites. Alors que si on part unis, là, il y a des chances, parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être au second tour, déjà, et donc vous avez quand même beaucoup plus de chances d'être élu. Et puis le deuxième point, peut-être, très rapidement, c'est on voit que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ils font vraiment de ces législatives un enjeu très fort, parce qu'ils essayent de mobiliser leur électorat. Parce que du coup, ça veut aussi dire que plus il y aura de participation électorale, plus la capacité de se maintenir au second tour sera probable. Et donc, plus il peut y avoir 3 candidats présents dans une circonscription au second tour. Et 3 candidats, ça crée beaucoup d'inconnus. Et ça fait que, un peu sur un malentendu, votre Ça camp, peut, qui peut être minoritaire dans cette circonscription, peut être élu. Ouais. Et donc, ça amène ces questions d'alliance qu'on évoquait à l'instant. Je le rappelle, du coup, dans le chat, je faisais des questions sur ce sujet-là, parce qu'on va parler à quelques minutes des alliances. N'hésitez pas. Quand on parle d'alliance entre les partis, on l'a compris, c'est l'idée d'avoir moins de candidats, donc se réunir, avoir un candidat à gauche, un candidat à l'extrême droite, etc. etc. Ces alliances, elles portent sur quoi? Quel est l'objet des négociations? Est-ce que c'est qui placer où? Est-ce que c'est d'autres choses? On l'a vu là, ces derniers jours avec les différents partis. À quoi ça ressemble ces discussions en ce moment? Ça porte sur quoi? Il y a des discussions, effectivement, entre les partis qui peuvent avoir des objets un peu différents. Effectivement, déjà, on va parler du programme, parce que fondamentalement, si jamais vous arrivez au pouvoir, si jamais une coalition de gauche, d'extrême droite arrive au pouvoir, il va falloir qu'elle mette en place un programme. Et donc, il faut qu'ils soient à peu près d'accord entre eux sur ce programme. Le deuxième point, c'est évidemment de choisir quelle circonscription sera donnée à quel parti. Et donc, évidemment, tu imagines bien qu'il y a des discussions qui sont extrêmement difficiles parce qu'ils veulent tous avoir le plus possible de circonscriptions. Et être sur des circonscriptions où ils ont des chances de gagner. Exactement. Et mettre, ils veulent sauver leurs sortants. Par exemple, si vous êtes un sortant du Parti socialiste, évidemment, vous faites pression sur votre parti pour que vraiment ils disent non, mais cette circonscription, elle sera à nous quoi qu'il arrive. Bon, voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Et puis le troisième point, qui n'est pas totalement anodin non plus, c'est comment ces députés qui seraient élus, ils s'organisent entre eux. Est-ce qu'ils ont un groupe parlementaire commun ou est-ce que malgré tout, ils peuvent être dans des groupes un peu différents? C'est-à-dire que, par exemple, il pourrait avoir, à l'extrême droite, un groupe du Parti Reconquête séparé du groupe Rassemblement National ou pas. Donc il y a vraiment ces aspects. Bon, le plus important dans le fond, c'est le programme, mais sans doute ce qui est le plus discuté par les partis en ce moment, c'est quand même qui va avoir quelle circonscription, parce que c'est ce qui fait qu'ils seront puissants ou pas. Et aussi éventuellement qui va être, dans le cas où il y a une cohabitation, on voit bien que c'est vraiment pas évident, mais qui va être au final la personne Premier ministre. Ça, c'est quelque chose qui se discute aussi, on peut l'imaginer, entre les partis à gauche aujourd'hui. Est-ce que ça s'impose quoi qu'il en soit? Est-ce que d'ailleurs Emmanuel Macron est obligé de respecter le choix de cette majorité? Comment est-ce que ça se passe sur ce choix-là? Je ne pense pas qu'entre les partis, il y ait vraiment des discussions sur qui serait Premier ministre. Tout d'abord parce que je pense que déjà, ils voient bien que c'est quand même assez peu probable, que ça soit à gauche ou à l'extrême droite d'ailleurs, qu'il y ait suffisamment de députés pour avoir une majorité absolue des sièges. Et puis d'autre part, parce que dans les deux camps, à part énorme surprise, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont fait qu'on savait très bien qui était le leader de ces deux camps respectifs. D'un côté, c'est Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté, c'est Marine Le Pen. Donc là-dessus, franchement, il n'y a pas beaucoup de... Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises. Après, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron si jamais, effectivement, il devait y avoir une majorité, mettons, de gauche? Fondamentalement, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il peut nommer qui il veut comme Premier ministre. Après, on sait que dans le passé, quand ça s'est produit, à chaque fois, le président en exercice
ça a été François Mitterrand à 2 reprises Mmh. et Jacques Chirac à 1 reprise, ben, il a nommé le chef du parti, du principal parti d'opposition pour devenir Premier ministre. Tout simplement parce que s'il nomme quelqu'un d'autre, vous pouvez imaginer que bah, cette opposition, enfin Mmh. ce groupe à l'Assemblée nationale dit on veut pas de lui comme Premier ministre, on veut celui-là, ça crée un blocage et au fond, OK. à la fin, le président, il est un peu obligé de céder. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est quand même le Parlement qui décide dans ce cas-là. Et là, on est dans un détail de la Constitution, mais est-ce que la Constitution oblige le président de la République à nommer Premier ministre et avec son gouvernement quelqu'un issu de la majorité? Est-ce que c'est inscrit à noir sur blanc dans la Constitution? Non, il me semble pas. Il peut nommer effectivement qui il veut. Il pourrait très bien, on peut imaginer, je crois que lors de la première cohabitation en 1986, il y avait eu des espèces de, enfin voilà, des Mmh. théories sur le fait qu'il pouvait essayer de nommer quelqu'un un peu apolitique pour un peu tempérer l'idée que François Mitterrand était en train de perdre sa majorité. Bon, il l'a pas fait. Et Ouais. franchement, en théorie, il pourrait le faire. On sait très bien que ça aboutirait probablement à une sorte de crise politique. Donc je pense que voilà, pour Emmanuel Macron, ça serait pas Mmh. forcément une bonne chose, surtout que ça voudrait dire qu'il l'a créé juste après avoir perdu les législatives. Tu le disais à l'instant, il y a beaucoup de questions, là-dessus. Toi, tu disais, en gros, ils discutent pas vraiment de qui pourrait être Premier ministre, dans le cas des alliances parce que, déjà, il y a très peu de chances que ça arrive. Qu'est-ce qui fait qu'il y a très peu de chances que, la gauche ou l'extrême droite arrive à se retrouver avec une majorité, à l'Assemblée nationale? Il y a la question, on l'a dit, du timing qui fait que, en général, de fait, dans le calendrier, vu que c'est après législative, les gens ont tendance à suivre, bah, le président élu et donc à là, dans le cas de La République En Marche, à redonner une majorité à La République En Marche. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer que c'est compliqué? Ouais, il y a une autre raison qui est liée justement au fait que désormais la politique française, elle est un peu organisée autour de 3 grands Mmh. blocs. Ça fait qu'en fait, quand vous êtes au centre, comme Mmh. La République En Marche, je dis pas qu'il est au centre politiquement, idéologiquement, mais en tout cas, sur Mmh. sa gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon, la gauche, sur sa droite, il y a l'extrême droite. Voilà, les choses sont claires. Et ben, ça veut dire que si un candidat de La République En Marche est au second tour dans une circonscription, s'il est face à la droite, a priori, les gens de gauche vont quand même un peu plus voter en sa faveur. Et dans le cas inverse, ça va être plutôt la droite qui votera un peu plus pour La République En Mmh. Marche pour faire barrage à la gauche. Donc il est quand même dans une bonne position. Déjà, il a, comme tu le disais, le souffle un peu de la Mmh. présidentielle. Et en plus, il y a cet aspect purement un petit peu voilà, géométrique qu'il favorise. Et puis après, quoi qu'il arrive, Mmh. enfin, on est dans une situation où on va voir ce qui va se passer. Mais les alliances, c'est pas forcément gagné. À gauche, on voit que c'est compliqué. A priori, à droite, on voit que Mmh. Marine Le Pen a plutôt refusé Éric Zemmour. Donc ça fait que bah, les choses sont quand même un peu plus compliquées aussi pour ces oppositions. Et puis ces oppositions, elles sont divisées. Mmh. Fondamentalement, dans les sondages, tous les sondages qu'on fait, il y a une majorité de Français qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Mmh. Mais à partir du moment où cette majorité, elle Ouais. est divisée en 2, voire même en 3, parce qu'on n'en a Ouais. pas du tout parlé, mais il y a les Républicains, la droite traditionnelle, et bah, ça fait que lui, avec 35% des Français qui veulent qu'il ait une majorité, ça suffit à l'avoir, en fait. C'est ce que tu disais, à l'instant, le fait qu'il est entre guillemets «au centre», il y a des gens à gauche et à droite et cette opposition est elle-même du coup divisée de fait en 2 blocs et donc il arrive à s'en sortir et à pouvoir a priori, on verra, de toute façon absolument Ouais. rien n'est joué, mais ça le met dans une position qui est relativement bonne, Ouais. aujourd'hui, quoi. Je dirais qu'il est plutôt favori, mais il Mmh. y a quand même une différence par rapport aux élections législatives des années passées, enfin des Mmh. quinquennats précédents. C'est que c'est quand même moins certain. En Mmh. 2017, en 2012, en 2007, en 2002, franchement, il n'y avait aucun doute. Ouais. Là, ça semble quand même un peu plus incertain parce qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ils arrivent quand même bien à mobiliser leur électorat Ouais. en leur disant qu'il y a une possibilité de cette cohabitation. Même si c'est pas très possible, ça peut faire que peut-être que La République En Marche n'aura pas cette majorité absolue, mais aura seulement une majorité relative. C'est-à-dire qu'elle aura, ça sera le parti avec le plus de députés, mais sans en avoir la moitié plus un. Et dans ce Mmh. cas-là, il faudrait lui trouver des alliés. Ça serait très compliqué. Ce que j'allais dire, ouais, l'événement idéal et la solution idéale forcément pour ces 2 camps d'opposition, c'est d'arriver à obtenir la majorité absolue. Dans le cas où il n'y arrive pas, après tout ça évidemment, il n'y a pas de pronostic ou de truc, il faudra Mm. voir comment est-ce que ça Oui. évolue au fil des semaines. On est au tout début vraiment de cette campagne des législatives, on ressort à peine de la présidentielle, mais dans le cas où il n'arrive pas à obtenir cette majorité, quelle est l'alternative ou l'autre consolation, j'ai envie de dire, qui est possible pour eux, c'est quoi? C'est que la République En Marche n'ait pas de majorité absolue et donc qu'ils aient besoin comme ça, par-ci par-là de d'autres députés. À quoi ça peut ressembler? C'est arrivé une fois en fait. Une fois, c'était en 1988.
C'était François Mitterrand qui venait d'être réélu et on va dire qu'il n'avait pas très envie d'avoir une majorité absolue parce qu'avec le Parti socialiste, son parti, ça se passait pas forcément très bien. Et donc, il n'a pas énormément fait campagne. Et effectivement, le Parti socialiste a eu une majorité relative. C'est-à-dire que c'était le principal parti, mais qu'il avait quand même besoin de quelques voix en plus pour faire passer ses projets. Et donc, tantôt, il faisait alliance avec les communistes, donc sur sa gauche, tantôt avec les centristes, le centre-droit sur sa droite. C'est vrai que c'était plus inconfortable. En même temps, ça permettait d'avoir une majorité. Voilà, tantôt on allait à gauche, tantôt on allait à droite. C'était quelque part, ça pouvait aussi les arranger. Là, on peut imaginer que ça serait un peu la même chose. On peut imaginer, par exemple, que si La République en marche a juste une majorité relative, elle puisse s'allier parfois avec les Républicains, ou d'ailleurs, elle puisse même juste attirer une partie des députés, les Républicains, parce qu'on voit que les Républicains, même s'ils peuvent avoir des députés, ils peuvent en avoir pas mal, parce qu'ils en ont beaucoup qui sont solidement ancrés dans leur circonscription. Bon, l'avenir du parti semble quand même un petit peu compromis. Donc, il y en a quelques-uns qui pourraient être attirés, ça pourrait suffire. Ou alors, peut-être que des fois, il faudra aussi aller un peu à gauche. Mais là aussi, ça veut dire que est-ce que la coalition de gauche entre la France insoumise, les écolos, les socialistes, elle se scindrait là-dessus et on aurait des socialistes, des écologistes qui rejoindraient Macron? Bon, franchement, on est un peu dans la politique fiction, mais ça pourrait être ce genre de situation qui se passerait, mais qui est en fait une situation un petit peu normale. C'est ce qu'on voit dans la plupart des autres grandes démocraties où, pour le coup, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, on ne donne pas en fait les pleins pouvoirs pour 5 ans à un président. Merci beaucoup, Jean-Mathieu, pour Merci ta beaucoup. présence. Je pense que c'était bien d'avoir un premier aperçu sur les enjeux de cette élection parce qu'on s'en rappelle de la présidentielle, certes, mais on voit que c'est un peu sur, en fait, dans toutes les prises de parole des personnalités politiques en ce moment et que ça va finir par arriver assez rapidement. Je le rappelle, 12 et 19 juin. Vous avez d'ailleurs encore quelques jours pour vous inscrire, vous vérifier que vous êtes bien inscrit et changer s'il faut sur les listes électorales. Je crois que c'est jusqu'à début mai, je n'ai plus la date en tête, mais pensez à le faire assez rapidement.